de sueur, de sucre et de sang. Je ne sais si Emma aime Émile, mais là n'est pas la question. La mulâtresse a 16 ans, laiteuse comme un corosol, tendre comme le cœur du palmiste. Il faudra que se passent 2 jours pour qu'elle devienne en juste noces ma grand-tante Emma B. C'est qu'Emma doit épouser après-demain Maître Émile B, notable, notaire à Fort-de-France. Tout est prêt, les lys, l'organdi, le lourd damas et le tulle, et la vertigineuse mousseline, et jusqu'aux orchidées royales que l'on fait venir de Balata, toutes palpitantes de sève humide, le tout blanc, immaculé. On ne parle autour d'elle que trousseau, coiffure, voile et essayage, traîne, maintien et encore toilette. Emma chavire dans ce mariage, comme dans un tourbillon de blanc. Le 3e jour, après ses noces, Maître Émile B lui a posé sur les lèvres un court baiser, puis lui a recommandé en s'en allant de ne surtout pas s'aventurer du côté de la distillerie. Outre son étude notariale, sise à la rue Périnon, au centre-ville, Maître Émile a hérité d'une antique petite distillerie qui s'obstine à vivoter, là-haut, sur le plateau Didier. La propriété étant vaste, il y a fait restaurer l'ancienne maison d'habitation, toute de vieilles pierres et bois de Guyane. C'est dans cette sévère demeure, aux murs chargés de portraits d'ancêtres, que vit maintenant Emma, aux côtés de son mari, neuf pour elle seule, mais qui a déjà beaucoup servi. Car il y a un joli lot de chabins du monde coco qui peuvent se targuer d'ores et déjà d'être des bâtards de B. Mais Emma ne rencontre jamais aucun de ses enfants dehors. La jeune mariée ne va jamais au monde coco, pourtant de l'autre côté de la route. Ce n'est pas un endroit pour elle, à en croire la Dodu Sonson. Chaque jour que Dieu fait, par contre, Maître Émile descend en voiture à son étude, la laissant seule à Haut-Didier avec les femmes de la maison, Mançonçon la cuisinière et la petite Da Sirisia. Emma n'a pas jugé utile de prendre plus de domestiques. Elle s'ennuie bien assez comme ça. Ainsi, matin après matin, la même embrassade évasive, le même souhait de bonne matinée et la même recommandation. Ne va pas te promener du côté de la distillerie. Qu'est-ce qu'il s'imagine, pense Emma, en protestant intérieurement. Se récrier ouvertement, il ne faut même pas y songer. Mais pour qui me prend-il donc? Est-ce qu'il a peur que j'aille me saouler de rhum? Je ne suis plus un bébé. D'ailleurs, les carafons d'alcool sont tous à portée de ma main sur le guéridon du salon, même pas enfermés à clé. Si j'avais besoin de m'enivrer, je n'aurais qu'à tendre le bras. Peut-être, Maître Émile, redoute-t-il la charge érotique puissante qui émane de ces grands corps souples, aux muscles longs et saillants, à la peau irisée de sueur. Emma ne les a qu'entrevus, les ouvriers de la distillerie, lorsqu'ils sont venus présenter leurs félicitations aux nouveaux mariés, le dimanche lendemain de la noce, tout calamistré, vaseliné, encravaté, fleurant bon l'eau de Cologne l'étoile extra surfine, dont ils s'étaient inondés, tripotant, intimidés le bord de leur Panama, les yeux rivés au plancher. Mais ils se sont éclipsés aussi vite qu'ils étaient venus. La fête, ils n'y étaient pas. Nul ne les y avait conviés. Ainsi passèrent les premiers temps de son mariage. Nuit après nuit, à l'orée de chaque devant-jour, Emma se dresse, en grand témoin, aux clameurs lancinantes de l'aube. Qui ouvrait le jour de ses cris? Étaient-ce les coqs, les caillallis? Les yeux grands ouverts, sur les ombres estompées par la moustiquaire, Emma se demande quelle promesse pourrait tenir ce jour ouvert. Trempée de sueur, Emma saute du lit. Frémissante, elle se précipite pressée de scruter le jardin. Au matin du 8e jour,
Pendant qu'Émile s'absorbait dans sa toilette quotidienne, toujours longue comme un jour sans pain, Emma avait vérifié d'un coup d'yeux dans la salle de bain que son époux était bien occupé à se passer le coupe-chou sur sa barbe bleuâtre de mulâtre, toujours obstinément visible à travers le diaphane de sa peau clairotte, malgré un rasage maniaque, redessinant amoureusement le contour de cette barbiche qu'elle se surprit à trouver un titac ridicule en cet instant précis. La jeune épousée à demi éveillée vola comme en un rêve jusqu'au bout de la véranda, à l'opposé de la salle d'eau, jusqu'à l'endroit d'où, protégée par les frondaisons des fleurissimois et le rideau cramoisi d'hibiscus de la Barbade, elle savait pouvoir regarder tout son sou, 2-3 courbes de la longue tracée menant à la distillerie. Jamais elle ne pourrait embrasser d'un seul regard tout le chemin, elle le savait. Des touffes de bambous géants en masquaient la majeure partie, mais là où ses chevelures crépues consentaient à s'écarter, jaillissait un trou de lumière, découvrant un bout du sentier. Emma n'avait pas besoin de plus. Les voiles du matin naissant s'étaient levées en silence, les oiseaux dans les fils à eau avaient commencé leur scandale. De pépiments en jacasserie, puis d'ergotage en chicanerie, de voltes gloutonnes en voluptueuses roucoulades, merles et sissi en avaient bien pour jusqu'au prochain crépuscule à se chamailler avec les sucriers fals jaunes. Bruyant et nimbé de quiétude, le serein du lever du jour redonnait vie palpitante, aux pieds de bois agités là-bas, par un balancement de tourterelles, chassant un gourmand battement d'ailes de colibri défiant toute loi de la pesanteur. Aux coqs, pressés de coquilloquer les premiers pour clamer leur suprématie de volailles mâles, devançant le caquetage des poules. Aux acrobatiques anolis, déjà en chasse écartelés sur une palme de dattier nain, et à Emma, sortie d'un bond de la couche nuptiale, nu-pied sur les dalles humides, une main ramenant sur sa poitrine les dentelles de son déshabillé. Comme il fait frais au pipiri chantant, murmure Emma qui frissonne. De froid? De peur? Du sentiment de n'avoir rien à faire là? Soudain, net, déchirant l'air, s'élève la voix d'un malbougre qu'Emma, hélas, ne peut voir. Elle ferme les yeux, prête l'oreille. « Ipekeni cyclone, m'en dire, m'en pas fait la fête, et pire. Assez bêtisé. Au cas plainte de moi, et puis toutes ces couillonnades-là. Il y aura pas de cyclone, je te dis, me raconte pas d'histoire. Arrête avec ces idioties, j'en ai plein la tête de tes couillonnades. » Une deuxième voix perd patience, sans tête à carillonner. « Fais comme tu veux, moi je suis déjà préparé. Allumettes, huile, pétrole, bougie, j'ai déjà fait mes provisions. Monsieur Cyclone n'a qu'à venir. » Regardez-le. Il n'écoute même pas, il ne fait que rêvasser, rêvasser. Depuis qu'il a vu cette femme, la semaine dernière, la madame, on aurait dit qu'il a un gros poil. Aucun cyclone ne peut l'ébranler. Cette voix-là est encore nouvelle. Elle essaye de couvrir l'autre. Elle y parviendra sans mal. C'est un troisième homme qui parle. Emma ne reconnaît ni le timbre, ni le langage des précédents. Celui-là parle un gros créole, tout hérissé de rocailles. Tiens, un homme du Nord, se dit-elle, sans trop se demander pourquoi. Ce qu'il a suggéré l'a troublé. Mais qu'est-ce que t'as dans le cracrane, mon vieux? Essaie arrête de te casser la tête. Ou casse en toupie, ma biale. Ricane une voix plus aiguë. Lequel d'entre eux vient de parler? C'est qu'elle s'y perd. Pas le premier homme, elle en est sûre. Cette voix-là, elle la reconnaîtrait entre mille, maintenant qu'elle l'a entendue, transperçant les moiteurs de l'aube. L'humidité s'insinue, prend peu à peu possession d'elle. Emma frissonne. De fièvre cette fois? De quoi pourrait-ce être d'autre? Une rougeur picote son visage. Ah, vite qu'ils atteignent la trouée, qu'elle puisse les voir.
Mais quand ils seront arrivés là, Emma ne pourra plus les entendre. Déjà, leurs voix se dissolvent, leurs paroles se perdent dans l'air. Elle ne distingue plus ce qu'ils disent. Seule lui parvient, à présent, une rafale de syllabes martelées, toujours les mêmes, incohérentes. Les aboiements, appliqués, de celui qui bégaye et articule plus fort que les autres. Pour compenser, se dit-elle. L'air de Haut-Didier est sain, mais à présent il faut tout de même redouter les invasions d'araignées, les mythes mange-linges et les ravets, qui sont là à cacater ou à pondre toute espèce de œufs dans les ourlets de tes linges, explique à Emma la petite Da. Emma sursaute, quitte promptement son poste d'observation secrète. La voilà qui s'attable sagement, anticipant les sentences matutinales de Mançonçon concernant ses grandes théories sur l'hygiène alimentaire, au demeurant pleine de bon sens. Lui enjoignant de manger copieusement le matin, avec une louable intuition de l'étymologie. « Tu sors de jeûner, il faut déjeuner, petite madame. » Et Mançonçon de renchérir. « Si tu serres tes linges dans l'armoire pendant une éternité de temps, tu vas pas le retrouver encore, hein? Mais Sirisia, ma fille, s'est agitée comme une grande inutile. Tu vas pas pouvoir faire ton repassage, ma chère. Eh ben, mon Dieu, quelle espèce de chaud et froid elle est en train de chercher là pour moi, hein? Alors tu crois tu iras manier le carreau brûlant avec ta gueule toute mouillée et puis toute cette transpiration froidie tout partout sur ton corps? Pour toute réponse insolente, une jeune femelle anolie saute promptement d'un papyrus sur la table du sacro-saint petit déjeuner, vient lécher les gouttelettes de miel abandonnées sur une assiette en argent, voluptueusement. Aujourd'hui, pour la 3e fois, ce phénomène se produit. Emma s'attendrit à l'idée originale d'avoir un petit lézard apprivoisé, en quelque sorte. Une petite lézarde, plutôt. Elle goûte une vive émotion à découvrir d'aussi près, à 2 doigts de sa propre main, la langue miniature qui surgit, véloce, hors du museau mutin, rose vif, sur vert tendre, au soleil. Tant mieux, il gobera les moustiques lorsqu'il n'y aura plus de miel. C'est un animal utile. Emma l'a appris en classe. Elle ne lui veut aucun mal, et l'animal le sent bien. Mais elle ne veut à aucun prix que cette bête la touche, ni elle, ni aucune autre bête. Le contact lui serait insupportable. Elle frissonne, rien que d'imaginer. C'est quand même bizarre, un lézard qui s'aventure aussi près d'elle, au risque de se faire attraper. Si l'anolie avait bonne viande, il n'aurait pas drivé sur la barrière, émet la sagesse populaire par le truchement de Mançonçon. Que des mois animaliers ces temps derniers. Ça la changeait du centre-ville et de la rue Isambert, ce bestiaire rustique de Haut-Didier. Hier soir, c'était une chauve-souris étourdie qui se prenait dans sa moustiquaire juste au moment du coucher. Pas de glorieux époux en vue. Émile était absent, bien sûr, retenu par quelque affaire, on ne sait quelle obligation. Aucun preux chevalier servant pour la délivrer du monstre. À défaut de blanc destrier, un bâton de balai de latanier, chevauché par l'éternel Samson, chassa la vilaine bestiole. Utile aussi, mais si laide, courageusement enfourchée par la providentielle servante au cri d'épouvante d'Emma. Que serait-elle sans sa vieille nourrice, chevalière, sans peur ni reproche? Et depuis 3 jours, ce lézard si familier, presque amical, qui ne fuit même plus quand Emma esquisse un geste dans sa direction, qui s'approche et approche encore. Quels sont ces signes? Un chien-bois? Elle n'ose s'en ouvrir à Samson, qui pourtant se pique de s'y connaître en matière d'oracle et de présage. Comment ne pas s'émerveiller de tant d'agilité animale, de tant de brusquerie gracieuse, alliée à une telle capacité d'immobilité aux aguets? Elle aussi, la bestiole,
se sait condamné à de longues phases d'inaction statique, à guetter quelque chose aussi. Que se passe-t-il dans ce petit crâne? L'anolie lèche et lape, toujours, avec une quiète délectation et mal envie. Comme la jeune femme se régale de lui procurer ses délices, doucement, elle rajoute sur l'assiette une goutte de miel. Les deux jeunes femelles se réjouissent de cette volupté partagée. Emma se penche, bien que cela lui fasse peur, pour détailler en gros plan les petits yeux proéminents, luisants de satisfaction, de plaisir, de reconnaissance, le bout de langue, preste, les jolis chatoiements, virides. Mais elle ne peut s'empêcher de tressaillir quand cette peau qu'elle s'imagine froide et gluante, et elle ne sait quoi encore, se fait proche, à la toucher. Emma ne peut retenir un spasme. Jaloux de son territoire de chasse, un gros mâle, à jabot jaune, est venu les rejoindre, son goitre gonflé. La femelle anolie a filé, intrépide, mais pas téméraire. Maître Émile doit avoir fini son interminable toilette. Bien droit, la barbiche triomphante, il va venir se livrer au cérémonial quotidien. Bonne matinée, bon baiser et bonne recommandation, ma petite popote. En l'embrassant, la petite popote passe la main le long de la voiture, à son insu, flatte les flancs rebondis, tout humides. S'il la voyait, elle aurait droit à la réprimande du siècle. Ça y est, le voilà parti, au volant de son Excalibur, aux rondeurs moirées de rosée. Conduire. Emma aimerait bien conduire. Faut se conduire en dame comme il faut, savoir tenir son intérieur. Voilà. Conduire, commande Sanson. Là-haut, dans la grande maison, Emma s'ennuie. Avec, pour unique pâture, Milan et cancan domestique, la jeune épousée se morfond. Ce qui l'attire, c'est l'extérieur. Telle une caresse impertinente, une chaude odeur de caramel et d'alcool de canne à sucre, montant de la distillerie, vient lui narguer les narines. La jeune femme prend plaisir à humer, plus fort qu'un arôme de punch, bien plus grisant qu'un planteur, ou ce cocktail tropical qu'on sert au grand bal annuel des officiers, l'effluve troublant, pour elle, mystère, du rhum en train de se faire. En attendant les premières couches de madame, la petite Da s'ingénie à chouchouter chimériquement le trousseau du futur premier-né. On n'en sort plus des trousseaux. Après le harnachement de la mariée, on noie Emma dans la layette. On prépare prématurément son accouchement, comme si on n'attendait que cela d'elle, comme si elle n'était bonne qu'à cela, mettre au monde de la marmaille B, des légitimes. La jeune servante Cyrisia n'a jamais fini de laver, rincer, repasser et encore passer à l'eau les linges, bavoirs et brassières, barboteuses et autres babioles, les petits draps à broderie anglaise et la minuscule moustiquaire. Pas question de conserver dans la naphtaline tout ce qui touchera le nourrisson de près ou de loin. Ça lui aurait arraché la peau, pauvre petit diable. Et puis l'odeur va l'étouffer, assure doctoral Mançonson. Or, la dame met un point d'honneur à veiller jalousement sur l'héritier B à venir, même s'il n'est pas encore conçu, même si Emma a la tête bien plus habitée que le ventre pour le moment. Que madame le veuille ou non, il naîtra, et il sera mâle, l'enfant qu'elle fera pour maître B. Il n'y a pas à revenir là-dessus, il n'y a pas à tortiller, poncturait Mançonson. Si l'on venait à en douter, c'est ce qui est dans l'ordre des choses. Madame sera une bonne épouse et une excellente mère d'enfants. D'ailleurs, un prénom de garçon est d'ores et déjà réservé, sans qu'on l'ait consulté en rien, à l'hypothétique aîné de sa probable progéniture. Il n'y aura qu'à ajouter un « e » au bout, si par malchance elle fait une fille, au lieu de donner un fils à son seigneur et maître.
Si monsieur avait choisi Arsène, au lieu d'Henri, cela eût été encore plus simple. Il n'y aurait rien à changer du tout. Telle est la vie de Mançonçon. Bien qu'Arsène signifie viril, la vieille servante ne voit aucun inconvénient à en affubler une fille, qui aura toujours bien assez de féminité et d'attributs du sexe faible, la malheureuse. De toute façon, Mançonçon ne sait pas le grec. C'est vraiment le cadet de ses soucis. Par contre, cela posera un vrai problème pour le baptême, car le parrain, désigné à l'avance, va refuser de parrainer pour la première fois de sa vie une représentante de la gent féminine. Et évidemment, ça porte malheur. S'il a donné son consentement, c'est pour un garçon. Pour une fille, c'est une autre affaire. Il ne pensait même pas à cette éventualité, ce cher docteur. Il n'envisageait même pas cette sinistre alternative de sexe. Tout médecin qu'il est, quand il a fièrement dit oui. Autant on est honoré de parrainer un petit mâle, autant pour une petite piscrète. Bien sûr, Emma a plaisir à s'effrayer des jérémiades de la sentencieuse Mançonçon qui égrène son chapelet de misère passée, présente et à venir, déploie les affres de l'accouchement en écaillant le poisson, projette à ses yeux horrifiés les douleurs de la délivrance, tout en crevant la laitance d'un mâle coulirou, l'épouvante en prophétisant les souffrances que lui causera la laborieuse venue du fruit de ses entrailles, tout en arrachant les viscères et les œufs d'une grosse carangue pleine. Pas une sinécure, le travail, pas un manège cheval-bois, surtout pour la première fois, je ne vous dis que ça. Après, vous vous réveillez femme, après seulement. Mais le mystère de ces hommes. Aujourd'hui, maître Émile B a annoncé en partant qu'il ne remonterait pas ce midi. Comme ça lui arrive souvent, il a un repas d'affaires qui le retient à Fort-de-France. Parfois même il s'encanaille jusqu'à déjeuner au marché d'un blaf fleurant bon le bois d'Inde ou d'un courbouillon relevé de piments rouges, bon d'Amanjac ou caco, servi par d'imposantes capresses, à même le trait ou le grossier plateau de bois reposant sur des tréteaux. Jamais maître Émile n'a parlé d'y emmener un jour Emma. Elle suppose que ça ne se fait pas. Tita fiateuse, alors tu sirotes ton punch sans même m'attendre. C'est la tante Herminie qui vient d'arriver en grande pompe. C'est vrai, ma reine déjeune ici aujourd'hui. Évidemment. Chaque fois que maître Émile a soi-disant besoin de déjeuner en ville, il délègue cousine Herminie, marraine pour Emma, dont elle se trouve être la tante, en même temps que la porteuse sur les fonds baptismaux, pour faire auprès de sa jeune femme office de chaperon occasionnel, pour ne pas dire garde-cocotte. Rôle ingrat, que joue de bonne grâce, la table de maître B étant parmi les meilleures de Martinique, la vieille demoiselle B, une B de Saint-Pierre, pas une B de Fort-de-France, là est toute la différence. Les baies de Saint-Pierre affichent un certain paternalisme teinté de condescendance à l'égard des baies de Fort-de-France, tandis que ces derniers les méprisent. C'est vraiment à n'y rien comprendre. Ces baies-là ont une place à leur nom au beau mi-temps de Saint-Pierre, en l'honneur de l'un des leurs qui fut grand homme en cette ville. Emma a oublié pourquoi. Mais les baies de Fort-de-France ont plus d'argent. « Qu'est-ce que vous dites ?» hurle marraine, la main en cornet de pistache. « Vous m'énervez à parler du bout des lèvres, la bouche en cul de poule, Sainte-Nitouche. Articulez, petit hypocrite, avec vos bonnes manières d'ouvroir de Fort-de-France et votre soi-disant savoir-vivre qui vous pourrit l'existence. » Voilà que ça recommence. Tante Herminie est lancée dans ses récriminations contre les Foyalais,
qu'elle trouve comparaison, nouveau riche et ectoplasmique. Elle peut parler. Paille et poutre, s'amuse silencieusement Emma. Seule survivante des baies de Saint-Pierre, après l'éruption de la montagne Pelée, l'unique rescapée de la famille explose, se plaignant à qui mieux de catastrophes quotidiennes depuis que le volcan l'a contrainte à vivre à Fort-de-France, plus ou moins au crochet de ses cousins foyalais de Haut-Didier, chez qui elle se trouvait en changement d'air le 8 mai 1902, dans leur maison de villégiature d'où elle n'est plus jamais repartie, sa demeure pierrotine haute et bas, de la rue Monte au ciel, ayant été incendiée lors de la nuée ardente. Névrotiquement citadine, tant Herminie se languit de l'agitation urbaine. Elle hait ces villas créoles, ces larges vérandas de plein pied encombrées de végétation, où l'on est dehors dedans, autour desquelles rien ne bouge, à part des bêtes qu'elle déteste, des anolis, des scolopendres, devant lesquels personne ne passe. Désespérément, elle regrette le fourmillement de Saint-Pierre, le grouillement, la vie bruyante du petit Paris des Antilles. Des gens qui n'osent pas parler haut, qui n'ont pas leur franc-parler, mais qui se permettent de vous dire « Assez parler fort, on n'est pas à Saint-Pierre ici. Nous, les gens de Saint-Pierre, vous nous prenez pour une bande de blogodos. Attendez un peu que je vous dise ce que représentait la famille B, grande famille, au temps de la splendeur de Saint-Pierre. » Sa nostalgie ne l'empêche pas d'avoir un solide coup de fourchette, qu'elle soit en vermeil ou non. La tante Herminie se resserre allègrement de Christophine, fait passer le gratin et sa mélancolie grâce à une bonne gorgée de rhum vieux. Le repas n'est même pas fini que ma reine en est déjà au digestif. L'historique et néanmoins désargentée mulâtresse se gargarise en affirmant que la famille Bay est une grande famille. Mais Emma la reprend dans un éclat de rire. Il ne faudrait pas confondre coco et abricots, grande famille et famille nombreuse. Grande ou pas, la famille B n'a jamais captivé Emma. Ma reine cure ses dents déchaussées avec la pointe de son couteau à fromage. L'ivoire du manche, bagué d'argent, accuse cruellement par contraste le jaune verdâtre de ses canines affreusement longues. Emma détourne les yeux. Est-ce tout ce quoi elle a droit comme spectacle dans sa nouvelle vie? Mangez, Emma, vous ne mangez rien. Vous n'avez que la peau sur les os. On aurait dit une petite malheureuse. Comment voulez-vous faire des enfants avec ça? Grince ma reine, pointant sur la jeune épousée un index torve, boudiné et accusateur. Mais c'est qu'elle la met à l'index, condamnée pour on ne sait quelle faute, sur un jugement des plus sommaires. Peut-être son plus grand crime dans cette injustice expéditive est-il de ne pas avoir pour seul souci et principal plaisir de se gaver comme une oie, avec comme unique projet de vie de faire de beaux bébés. Tu peux me dire à quoi tu ressembles avec cette mode de Paris à la garçonne, soi-disant, sans forme ni rien? Tu as l'air d'une cribiche, ma pauvre fille. Mieux vaut être écrevisse, cribiche, que vieux bouc. Emma ne daigne pas répliquer. Le piment et le punch aidant, Emma sent la moiteur monter, enfiévrée par l'éclaboussement des jets de lumière çà et là. Fascinée par l'éblouissement des traits du soleil déjà haut, elle ose un furtif regard en direction des bambous, les lointaines touffes, là et derrière. Le déjeuner s'alanguit. La poussiéreuse vieille pucelle parle toute seule sans le savoir. Emma n'est plus avec elle. Emma est dans ses pensées. Emma est hors de la maison. La chaleur est au paroxysme. L'austère salle a beau être à l'ombre. Emma est toute moite sous l'ardeur du soleil maintenant au zénith. La tante Herminie l'exaspère. À deux doigts de l'asphyxie, Emma transpire d'excitation.
Elle décolle de sa gorge en sueur la robe sage dont la soie l'oppresse, déboutonne le haut de son corsage, écarte les pans en soupirant. Oh, délivrance! Ouvre grand le fermoir de la broche qui lui cadenassait le col, décroche la pierre noire de haut prix qui emprisonnait sa poitrine, la jette rageusement sur la table. Oh, un véritable étouffoir, je vais crever moi là-dedans, de l'air, murmure Emma en s'éventant avec les revers libérés de son décolleté. Vous voilà bien dépoitraillée, petite madame, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Glapit Marraine, émergeant soudain de son assiette. La vieille collet montée suffoque, manque s'étouffer, au bord de l'apoplexie, saisit son lorgnon, puis plonge dans le décolleté d'Emma. Pour le coup, la tante Herminie en a le souffle coupé. Mais tu es à demi nue! Tous tes tétés sont dehors, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est que ces dévergondages? Est-ce que ce sont des manières de jeunes filles de bonne famille? Heureusement que nous sommes seuls. Quelle effrontée, petite vagabonde, ma chère. On n'épouse pas quelqu'un pour faire honte à la personne. Que dirait ton mari s'il te voyait dans cet état? Que ferait son auguste époux s'il la voyait dans cet état? Emma se contente de hausser ses épaules dénudées. S'il y a bien une chose qui l'énerve, c'est de ne pouvoir rien connaître, d'être là à subir Marraine et son snobisme désuet, ses préjugés obsolètes et son microcosme étriqué, de ne connaître qu'un versant de la vie. Et c'est ce que tu fais de tes bijoux. On ne laisse pas traîner l'or comme ça, eh ben bon Dieu, sinon l'or se venge, il vous quitte. Tu n'as donc de respect pour rien. Rien. Emma ne peut rien voir, rien découvrir, du moins rien apprendre par elle-même. Tout est retransmis, distillé. Du monde extérieur ne parviennent que des échos déformés par les babillages de servantes ou les radotages de vieilles filles. Quant à Émile, jamais il ne raconte rien de ce qu'il vit à Fort-de-France. Dans sa vie d'homme, monsieur est toujours trop fourbu. Parce qu'elle est femme, Emma serait condamnée à croupir à longueur de journée dans cette grande maison sans attrait, avec pour seuls amis ses livres. Et quels livres! Il faut voir ça. Rien que des romans à l'eau de rose, de ces petits romans de France, bien triés sur le volet, toute espèce de lecture convenable que maître Émile daigne lui acheter en ville. Tiens, Emma, tes petits romans, ils viennent d'arriver de Paris. Depuis le jour. Heureusement que j'avais commandé pour toi et que c'était marqué « réservé pour maître B ». Madame Ferchaine de Dandure voulait déjà tout rafler. Mais comme la vendeuse aime me voir, lance-t-il comme une provocation lorsqu'il remonte à Audidier au sortir de journée sans elle. Finalement, elle en recueille plus en provenance de l'autre bord que de son île. Tiens, par exemple, sous prétexte qu'elle est la femme du mulâtre, l'épouse du patron, la jeune dame créole, Calazaza elle-même, Emma n'a pas le droit d'aller voir ce qui se passe en contrebas, ce qu'ils font là-bas, en dedans, à l'intérieur de cette mystérieuse distillerie. Emma peut juste voler quelques bribes de conversation lorsqu'ils arrivent de bon matin, ou que s'en retournent le soir, leur journée de travail finie, les gigantesques hommes noirs. Entre les deux, le grand vide, une longue journée qui se traîne. Puis, dès qu'ils partent, au crépuscule, une interminable nuit où elle n'en finit pas d'attendre que l'aurore les ramène enfin, que le jour levant les lui rende, mais de façon si frustrante. Si la jeune femme les entend, c'est qu'ils sont encore invisibles, et sitôt qu'elle les aperçoit, Emma ne peut plus les entendre, ils sont trop loin. Puis, ils entrent dans la distillerie. Ça, ce n'est pas ce qu'Emma voit, c'est quelque chose qu'elle imagine. Cela doit se produire bien après, passer le dernier méandre du chemin qui les lui arrache, où elle a une ultime vision du groupe de hauts hommes, de hauts corps noirs, marchant à la démarche déliée toujours grand, malgré la distance. Elle n'y a jamais mis le pied dans cette satanée distillerie. C'est pour elle un monde inconnu, l'intérieur de la distillerie. Elle voudrait aller au-dedans, voir ce qu'ils y font,
dans cet antre, apprendre comment ils s'y prennent, ces géants qu'elle entreaperçoit quotidiennement, qu'elle observe à la dérobée, oui, découvrir comment ces grands hommes-là parviennent à métamorphoser en rhum le jus des cannes à sucre. Du rhum, Emma en a bu, du pas, du vieux, de l'ambré, du blanc agricole aussi, avec un titac de sirop de canne parfumé à la vanille ou de groseille pays à la Noël, un zizing de sucre roux ou une doucine de miel et beaucoup de citron vert. La canne, elle y a goûté, même de la bleue. Mais cette alchimie interdite. Oh, on lui a enseigné quantité de choses au pensionnat colonial de la rue Ernest Renan, où vont toutes les demoiselles des bonnes familles foyalaises comparaison collet monté et résolument laïques au demeurant, ce qui leur permet d'échapper au couvent. Mais tout s'est arrêté si vite. Emma est restée sur sa faim. Elle aurait bien continué, serait bien demeurée au pensionnat 2-3 ans de plus, avec ses camarades de classe, aurait bien passé son brevet pour devenir institutrice, au lieu de devoir se sacrifier à l'autel des convenances bourgeoises, épouser un bon parti, choisi par d'autres, faire un soi-disant beau mariage, pour ne faire plaisir qu'à sa caste, et se cloîtrer jusqu'à Audidier pour le restant de ses jours. Elle n'était pas mauvaise élève, avant de devenir Madame B, en épousant un sien cousin, éloigné peut-être, mais un B, ainsi le voulait sa famille. Emma en a ingurgité des chapitres entiers d'histoire de France et de Navarre et de Marignan 1515 et de 842, serment de Strasbourg, premier texte en langue franque ou françoise, elle ne se rappelle plus très bien, qui n'était plus du latin et presque déjà du français, prodéo à mort. Pour l'amour de Dieu, pourquoi faut-il qu'Emma se fasse taper sur les doigts si d'aventure elle parle créole? En classe, au premier mot de patois, on vous punissait d'un carreau noir doublé d'un pinceau. À la sonnerie, l'élève qui détenait encore le carreau d'infamie prenait un 0 pointé. Au 3e 0 pointé, c'était le renvoi. Emma et ses malheureuses condisciples, il n'y avait que des filles, pas de mixité, oh scandale, avaient donc intérêt à se surveiller entre elles, épier le moindre lapsus, guetter qui ferait un carreau, qui commettrait un créolisme, un quelconque crime de lèse syntaxe, pour se blanchir aux dépens de la fautive et pouvoir lui refiler le carreau d'opprobre. Ô Français, que de crimes ont commis en ton nom. Sous le couvert de ta promotion et de l'éducation, on jugulait la langue créole, tout en cultivant, entre créoles, la plus mesquine délation, la moquerie, les miasmes du mépris. Jusqu'à présent, la petite Emma se souvient. Il lui reste quand même de ce temps quelques heureux souvenirs, de solides bases de grammaire, et elle n'y a pas perdu son latin. Emma sait pertinemment qui a cassé le vase de Soissons. Elle n'ignore rien des oreillettes et autres ventricules du cœur, mais n'a qu'une très vague idée édulcorée des choses du cœur. Elle connaît bien tous ces programmes de sciences naturelles et de physique et de leçons de choses, les départements de France, les chefs-lieux et préfectures. Elle sait que la Loire, fleuve sauvage, prend sa source au Mont-Gerbier de Jonc, mais ignore où va la rivière qui coule dans son propre jardin. Emma sait sur le bout des doigts la liste des symboles chimiques et même la géographie du vaste monde. Cependant, elle n'y connaît rien à la fabrication du rhum qui s'opère là, à quelques enjambées d'elle. Rien ne lui paraît aujourd'hui plus mystérieux que ce qui est là, tout près d'elle, à portée de main mais interdit, proche à le toucher et cependant si lointain. Cette distillerie où s'enferment de hauts hommes au beau corps noir-bleu qu'elle ne fait que voir passer. Maintenant que la voilà casée, devenue femme, maîtresse chez elle, en même temps qu'épouse soumise, mère potentielle de surcroît, rien ne lui est plus étranger que ce monde pourtant si proche d'elle, ce monde qu'Emma effleure chaque jour, sans l'appréhender vraiment, ce monde qu'elle perçoit sans l'atteindre, ou qu'elle entrevoit sans le comprendre, ce versant d'humanité auquel elle n'a pas accès. On a dressé une barrière entre Emma et ce monde-là,
entre Emma et ce créole-là, entre leur monde et le sien, entre leur parler et le sien, entre leur peau et la sienne, entre leur sexe et le sien. Vous avez encore faim, marraine? Reprenez un peu de fruits à pain. Dès le début du repas, marraine est tombée dans son assiette comme un agoulou mort de faim. Je n'ai pas faim, Mango. Je n'ai pas faim, Migan. Oh, si, j'ai faim, Mango. Glougloute la gloutonne. Herminie, la lippe luisante et goulue, encore dégoûtante de sauce, lappe une goulée de ce grave si gouléant. Hélas, la saison des mangues a pris fin. Et vous en reste pas une ou deux? Ça te ferait pas envie de mangue Julie, ma chérie? Ça regorge de vitamines, tu en aurais bien besoin pour remplumer ton petit corps. Ce disant, Herminie dodeline et commence à pêcher des lambis. Emma a d'autres appétits. La jeune épousée ressent d'autres envies. Un peu de crème au coco? Tu veux pas goûter? C'est léger. Bye Herminie. Emma n'a plus faim, n'a envie de rien. Surtout pas de ce je ne sais quoi, de gluant et de blanchâtre, que lèche sensuellement la vieille fille, comme une petite fille, salivant au fond de sa cuillère. Tout son appétit de vie tend, tout son être vers l'inconnu, la porte entièrement en esprit vers le mystère, l'interdit, friande des ténébreux arcanes de cette autre vie là-bas. Dans le ventre de la distillerie, elle sent qu'il y va de sa culture, de son patrimoine, de son être, de sa propre identité, mais que tout est cloisonné, qu'elle ne sera pas complète tant qu'elle n'y sera pas admise. Profitant de la sieste de marraine, à la vigilance assoupie, après son copieux déjeuner, Emma s'est glissée, preste mangouste, jusqu'aux abords de l'autre monde. Clandestinement, jouissant de sa désobéissance, elle s'est faufilée au dehors, sans que Mançonçon s'en doutât, et même à l'insu de Cyrisia, personne pourtant très en affaires. Furtivement, Emma suit la trace des géants noirs du matin, se laisse guider par le cours d'eau qui alimente le moulin de l'ancienne sucrerie, s'élance vers la viridité des bambous qui s'érigent là-bas, se fie à leur toison touffue. Mais comment s'y retrouver dans cette luxuriance inconnue, parmi tous ces pieds-bois dressés tels des sentinelles autour d'elle? Rapidement, Emma est en nage, dans la touffeur des broussailles, elle suffoque, a peur des serpents, elle se précipite palpitante, ses pieds se prennent dans les racines, les basses branches lui giflent la figure. Très vite, elle ne voit plus le soleil, happée par les frondaisons, l'air lui manque, elle n'y voit plus clair, la sueur lui coule dans les yeux, jamais elle n'est allée si loin, jamais elle ne s'est enfoncée si profondément dans les bois, jusqu'aux extrêmes limites de la propriété. Va-t-elle finir par se perdre? C'est l'heure de la pause. Pour eux aussi, on dirait. C'est normal. Avec marraine, on est obligé de servir tôt, eu respect pour son grand âge. Un homme se tient sur le seuil. Il est nu jusqu'à la ceinture. Après l'effort, il enfile son maillot de corps pour ne pas attraper la mort. Les mailles relâchées du tricot de peau adhèrent à sa poitrine en sueur, musculeuse, étincelante au soleil de la clairière. Emma l'a tout de suite reconnu. C'est à lui qu'appartient la voix, la première voix, la plus nette, celle qui déchire le mieux l'air. Au levant de chaque jour, elle en mettrait sa main au feu. Ce qu'il faudrait, c'est une bonne douche. Mais la douche froide ou même tiède, sur un corps transpirant, c'est tout ce qu'il y a d'indiqué pour prendre le mal. C'est du moins ce que prêchent les grandes personnes. Alors oubliez la douche. Il n'y a pas à tortiller. Si Mançonçon était là, c'est bien ce qu'elle lui dirait, sacré pistache. Pourvu que lui, il le sache, qu'il ne lui arrive pas malheur. L'homme, au maillot mouillé de sueur, a étiré ses longs membres, puis il est allé à pas lents s'accroupir à l'ombre, plus loin. Emma ne voit plus son visage, seulement sa chevelure grainée et son large torse puissant, penché sur la nourriture et, tels deux bâtons de cacao,
l'arrondi de ses forts bras bruns, aux biceps bien dessinés. D'autres l'ont rejoint au dehors, se sont assis avec lui, sous le plus généreux manguier ou sous les pêches fromagées. Ils ont sorti de leur malmol de gros concombres, de larges carreaux de fruits à pain, des balaous frits, des acras, une déchirade de morue. C'est vendredi, jour de Vénus, mais d'abstinence. On mange maigre. Ils mâchent, avec concentration, sans dire un mot. Maillot mouillé verse à la ronde de larges rasades de liquide clair, du rhum agricole sûrement, ou peut-être seulement de l'eau, pour faire la crasse, doucir le goût de l'alcool, comme dirait Mançonçon. À cette distance, Emma n'en sait rien. Il n'y a pas d'étiquette, ni sur les bouteilles, ni ailleurs. Lui boit à la régalade. Emma n'ose aller leur parler, elle n'ose même pas s'approcher d'eux. Est-ce leur mutisme qui l'impressionne? Elle ne les connaît que parlant quand elle les épie le matin. C'est d'abord par le langage que passe leur complicité, par le secret partagé de tous ces mots qu'elle leur vole jour après jour, ces mots créoles. Est-ce leur silence qui l'arrête, inhibant son élan vers eux, ou l'infranchissable barrière entre elle et cet univers-là? Infranchissable peut-être, mais certes pas incontournable. Emma contourne le groupe d'hommes, toujours à distance respectueuse pour ne pas être repérée. Elle sent qu'elle ne peut résister. Presque à quatre pattes, elle parvient à l'arrière du bâtiment, réussit à y pénétrer en franchissant la margelle d'une fenêtre basse. Son sang a giclé sur les cannes, éclaboussé la bagasse. L'escapade à la distillerie a coûté à Emma 3 doigts dans le jaillissement de son sang. Tel fut le prix. Et encore, parce qu'elle a hurlé, et surtout parce que les hommes déjà accourus et ébahis, croyant qu'il y avait des zombies, au bruit de la machine inexplicablement remise en marche, ont vite repris leurs esprits, avant qu'il ne soit trop tard, pendant que l'un d'eux, le plus fort, maillot mouillé, se cramponnait au corps d'Emma de toute la puissance de ses muscles, bandés jusqu'à éclater. L'homme réussit à freiner l'élan vorace de la machine. Sinon, cette saleté-là allait lui broyer tous les doigts, la main entière, et puis le bras, et puis tout son corps, va savoir. Jésus, Marie, Joseph et tous les saints, mais qu'est-ce que petite madame avait besoin d'aller jouer dans ces machines-là? Vous pouvez me dire? Eh ben, madame a bien procuré son corps. Ce n'est pas faute de l'avoir prévenu pourtant, se lamentait Mançonçon. Un bon médecin du cousinage, un autre B, appelé d'urgence, prodigua les soins nécessaires à la main mutilée d'Emma et son ectoplasmique époux, arraché à son étude, ne fit aucun commentaire. Elle était bien assez punie de sa désobéissance. Jamais on ne le vit si muet. Jamais on ne la vit si pâle. Au fond des yeux, une lueur qui jamais ne devait s'éteindre. De jubilation, oui, la lueur dans les yeux d'Emma. Ayant perdu l'usage des doigts dont elle savait le mieux se servir, Emma B vécut malhabile, je refuse de dire maladroite. Sa vie de dame foyalaise, une seule main gantée, la gauche, d'abord de blanc, en sa jeunesse, pour le symbole de son émotion jaillissante, puis de bleu marine, au temps de sa maturité, couleur des étranges yeux d'eau de mer, de maillot mouillé, la troublante nuance océane du regard de maillot mouillé où elle avait plongé pantelante quand le géant brun l'étreignit de toutes ses forces, et, pour finir, de gris perles, tel le perlé de leur sueur, avant d'enfiler un gant noir sur ses vieux jours, en souvenir de la peau de maillot mouillé. Elle eût aimé mettre un gant rouge, comme l'insolente éclaboussure de son sang, mais n'osa jamais pousser jusque-là l'impertinence. Les sots disaient « Heureusement, ce n'était pas la main droite », ignorant qu'elle était gauchère. Elle laissait dire. Nul, jamais, ne lui arracha le moindre mot sur cette affaire, aucun détail, et surtout pas maître Émile.
Son gant unique intriguait. Certains y voyaient un mystère, d'autres une sorte de charme troublant. D'autres encore y lisaient une sorte de singularité ou une forme de provocation. Il n'aurait su dire laquelle. Bien peu savaient à quoi s'en tenir. Personne n'était dans le secret de la rébellion d'Emma. Lorsqu'Emma expira, dans sa 102e année, Oreste, son 17e enfant, lui enfila sur son lit de mort, ou devrais-je dire son lit nuptial, c'était le même. Le gant de coton, perlé, blanc, le premier, celui qu'elle porta jusqu'au jour de ses noces d'argent. Lavé, relavé, repassé par les bons soins de Cyrisia, il n'était même pas jauni. Ni cric, ni crac, tout cela n'est pas un conte. C'est réellement arrivé à ma grand-tante, Emma B. Grâce à cette frénésie de sueur, de sucre et de sang mêlé, Emma eut une sensation forte, au moins une fois dans sa vie.